Europe 1 Soir, l'interview politique. L'interview politique d'Arlette Chabot. Bonsoir Arlette. Bonsoir Nicolas. Vous recevez ce soir le président du groupe socialiste à l'Assemblée nationale. Jean-Marc Ayrault, bonsoir. Bonsoir. D'abord parlons du PS. Dominique Strauss-Kahn n'est plus dans la course et c'est parti. Manuel Valls s'est déclaré hier. Aujourd'hui, il est déjà sur le terrain. Celui de la sécurité qui, c'est vrai, n'est pas peut-être le meilleur sujet pour le Parti socialiste. Il a raison de se poser. Je pense que c'est une préoccupation légitime des Français. Et sur ce sujet, les socialistes ont beaucoup évolué. Nous assumons le devoir républicain de garantir à tous les citoyens, quel que soit l'endroit où ils habitent, la sécurité. C'est un droit fondamental. Et donc il n'y a plus d'état d'âme au PS sur ce sujet. Ce n'est pas forcément un très très bon terrain que défendrait seul Manuel Valls. Ah, sûrement pas. D'ailleurs, vous savez, moi je suis maire, Manuel Valls est maire aussi, mais il y a beaucoup d'élus au Parti socialiste qui savent très bien quelle est la demande citoyenne. Et en même temps, la demande citoyenne, c'est la sécurité, mais c'est aussi le respect du droit, le respect des principes républicains. Mais les principes républicains, ça ne veut pas dire laxisme, ça veut dire respect du droit, des devoirs, de la loi. Et puis en même temps, on sait que, on le voit à Sevran, c'est une situation catastrophique. Et que le maire de Sevran appelle les casques bleus, l'armée pour jouer son rôle, c'est dire à quel point il y a un désarroi, un sentiment d'abandon de la population et de maires qui sont tout seuls, qui ont l'impression que l'État les laisse tomber. Et ça, il faut que ça change. Ouais. Pendant que j'y pense, avant de revenir au Parti socialiste, il demande la dépénalisation du hashish, le maire de Sevran, comme Daniel Vaillant, ancien ministre de l'Intérieur. C'est extrêmement difficile. D'abord, il y a un problème de santé publique, consommation de drogue, le hashish, on dit fumer un joint, c'est peut-être pas grave, disent certains, mais en tout cas, si vous en fumez beaucoup, ça peut être extrêmement dangereux pour la santé, la sécurité. Mais aussi, il y a derrière une économie souterraine, des réseaux, et qu'il faut absolument casser. Donc c'est un travail difficile, et moi, je ne voudrais pas que par un slogan, on dise on a réglé le problème. Je ne crois pas à une solution de type slogan pour traiter ce problème, mais il faut le traiter. Donc vous êtes contre la dépénalisation, parce qu'on dit, de toute façon, les trafics continuent, on n'arrive pas à les maîtriser. Oui, mais il faut vraiment travailler sur le sujet, parce que quand on parle de bandes organisées, d'économie souterraine, moi, je vois certaines situations dans des quartiers dits sensibles où on a laissé tomber tout le monde. Il n'y a plus de police de proximité, on ne connaît pas la réalité exacte du terrain. On envoie des compagnies de CRS de temps en temps pour remettre de l'ordre. Mais le travail en profondeur, c'est un travail dans la durée, un travail extrêmement sérieux qui doit aussi s'accompagner d'une présence très très forte de l'État et des services publics dans tous les quartiers les plus en difficulté. Parce qu'à ce moment-là, c'est l'abandon. Je le disais tout à l'heure, le sentiment d'abandon des populations les plus modestes, celles qui ont besoin d'éducation, celles qui ont besoin de santé et bien sûr de sécurité. Alors, ce petit détour ou ce long détour, je reviens au Parti socialiste. Je disais Manuel Valls, candidat. Pendant ce temps, aujourd'hui, Ségolène Royal est avec Jean-Pierre Chevènement. Martine Aubry va parler du logement. François Hollande sera à Bordeaux. Arnaud Montebourg est à Toulon. Ça va être terrible, les primaires au PS, non? C'est reparti, là. Il y en a 5, 6. Et comment vous allez faire pour réussir? La recette de Jean-Marc Ayrault. Ça demande beaucoup de maîtrise. De sang-froid. De la part des candidats. Absolument, et de ceux qui les entourent, de ceux qui travaillent pour eux. Moi, je suis président du groupe des députés socialistes. Je peux vous dire que je veille à tout prix à la préservation de la cohésion. Parce que les Français nous demandent d'être à la hauteur, compte tenu de la situation dans laquelle se trouve le pays. Et ce n'est pas les chamailleries socialistes qui les intéressent. Ce n'est pas les querelles qui sera... C'est de savoir si ce qu'on va proposer et qui va incarner cette proposition sera à la hauteur. Et donc, je pense que pour les candidats à la primaire, c'est aussi une exigence d'exemplarité. Alors, moi, je vais vous dire, en même temps... Vous allez me dire qui vous préférez. Je viens de vous dire que pour l'instant, je ne prends pas de position. Enfin, je ne l'ai pas dit explicitement, mais je le répète. On peut toujours essayer. Non, mais je souhaite vraiment que les primaires se préparent bien pour que les Français qui sont appelés à voter puissent choisir en connaissance de cause. Je dis bien les Français, parce que ce n'est pas uniquement les adhérents du Parti socialiste. On n'a pas d'expérience de primaire en France. Les Verts font des primaires, mais c'est une primaire interne. Les communistes, c'est la même chose. Nous, on appelle les citoyens français qui le souhaitent, et j'espère qu'ils seront très nombreux à venir voter. Ils le seront si nous sommes capables de leur proposer quelque chose de sérieux, de crédible, et ça passe d'abord par le comportement de nos candidats et de leurs entourages. C'est vrai qu'il faut des parrainages, c'est-à-dire des signatures de parlementaires, de députés, oui, 5%, notamment. C'est pas beaucoup. C'est beaucoup, mais ils sont en train de chasser les candidats dans le groupe socialiste. Non, il faut bien avoir des règles. C'est difficile, il paraît qu'il y en a qui vont avoir du mal à avoir ces signatures, ces parrainages. C'est vrai ou pas? Écoutez, ça c'est la règle du jeu. C'est comme ceux non, mais c'est vrai ou pas, à votre avis? Il y en a qui vont avoir des difficultés, ou tous ceux que j'ai cités, Montebourg, Hollande, évidemment. A priori, ceux que vous avez cités devraient avoir leur signature. Royal Valls, mais c'est une affaire. Moscovici. C'est pourquoi il y a des signatures nécessaires pour pouvoir être candidat.
C'est comme l'élection présidentielle elle-même. Parce que les signatures des maires, parce que c'est une décision grave de se présenter à l'élection présidentielle. C'est pas pour faire un petit tour, c'est pas un concours de beauté, c'est pas le festival de Cannes, c'est proposer un projet aux Français, redonner de l'espoir aux Français, redresser la France qui est aujourd'hui en difficulté et être capable de diriger le pays dans un pays qui attend quelque chose et qui a envie d'espérer quelque chose, et tourner la page de Sarkozy, mais pas seulement tourner la page, construire quelque chose. Donc moi je considère que se présenter à l'élection présidentielle, c'est pour ça qu'il y a des règles, c'est pas une petite affaire, c'est un engagement extrêmement fort. Ouais. Jacques Chirac dit de François Hollande dans son livre de mémoire, qui paraît aujourd'hui, que c'est un homme d'État. Et vous, vous diriez pareil? Incontestablement. C'est un petit coup de pouce quand même, non? Bon, ça, je ne sais pas, on peut toujours Entre Corréziens. On peut le voir des deux façons, mais les soutiens des uns et les soutiens des autres, il y a parfois des soutiens dont on se passerait, mais je pense que ceux qui se présentent à la primaire, enfin les principaux candidats et ceux qui sont en capacité d'être désignés, ils ont le niveau d'homme ou de femme d'État. C'est tous des hommes d'État, selon vous? Non, je dis plusieurs ont ce niveau. En tout cas, c'est clair que François Hollande là, c'est clair que Martine Aubry là, Ségolène Royal a beaucoup de capacités aussi. Après, les autres sont plus dans une première étape, je dirais, de faire leur preuve, de démontrer qu'ils existent. Mais c'est pour ça que je disais que c'est une décision grave de se présenter à l'élection présidentielle. Parce qu'il faut penser que non seulement on va mener la bataille contre les adversaires au premier et au deuxième tour, mais qu'on va présider la France. C'est quand même pas rien. Alors heureusement, pendant ce temps-là, la droite, j'allais dire, se déchire autour du revenu de solidarité active, Martin Hirsch, qui est en ce moment face à des élus UMP. Franchement, est-ce que c'est honteux de demander aux bénéficiaires de RSA de donner 5 heures ou de faire 5 heures de travail d'utilité générale? Est-ce que c'est honteux? Je vais vous dire. En ce moment, là, j'ai quitté l'Assemblée nationale. On débat de quoi? On débat de la diminution extrêmement forte de l'impôt sur la fortune. Il n'y a plus de bouclier fiscal non plus. Attendez, il va encore durer 2 ans, le bouclier fiscal. Et si, puisque vous parlez du RSA, le vrai scandale, c'est que pendant 5 ans, 3,5 milliards d'euros vont être dépensés pour à peine 17 000 contribuables qui bénéficiaient du bouclier fiscal. On se souvient du chèque de Mme Bettencourt de plus de 30 millions. Ces personnes-là, lorsque le RSA a été voté, revenu de solidarité active, ces contribuables-là étaient les seuls qui n'apportaient pas leur contribution. C'était les seuls qui étaient exonérés de l'effort de solidarité. Tous les autres, ceux qui n'étaient pas au bouclier fiscal, c'est-à-dire l'écrasante majorité des Français, eh bien, ils participaient pour le financement du RSA au titre de leurs revenus du capital ou de leur placement financier, de leur épargne, sauf l'épargne populaire. Même l'assurance vie était à contribution, ce qui fait une recette de 1,5 milliard. Et là, qu'est-ce qu'on découvre aujourd'hui? Eh bien, c'est que l'État n'a utilisé que 5 à 600 millions pour le RSA, il l'a gardé. Je trouve qu'il y a quelque chose de choquant. C'est-à-dire que vous relayez les accusations de Martin Hirsch qui dit qu'il y a une entourloupe et ça va permettre d'éponger la baisse de l'ISF, c'est ça? Oui, parce que l'ISF, c'est 2 milliards d'euros de moins dans les caisses de l'État. Donc on pique 1 milliard et on bouche un trou. Déficits, oui, voilà, et je pense que c'est scandaleux. Donc Martin Hirsch a raison, selon vous? Martin Hirsch est le père du RSA. Moi, j'avais rencontré Martin Hirsch avant les élections présidentielles, puisqu'il avait proposé son projet à Ségolène Royal. Ségolène Royal avait intégré dans son programme. Elle n'a pas été élue, il l'a proposé aussi à Nicolas Sarkozy. Il y a eu un débat à l'Assemblée nationale. Nous aurions pu voter le RSA, puisque ce que était proposé, c'était l'inverse de l'assistanat, comme il est dit aujourd'hui par la droite. C'était au contraire favoriser les gens qui revenaient au travail en les payant un peu mieux qu'un simple revenu de solidarité. Et nous ne l'avons pas voté. Pourquoi? Nous sommes abstenus parce que les bénéficiaires de bouclier fiscal étaient exclus de l'effort de solidarité. Mais sur le fond, sinon vous êtes d'accord et vous le garderez si un président de gauche vous garderez le RSA. Je comprends bien qu'il faut aider les gens à s'insérer dans la société. Mais croyez-vous que la majorité des bénéficiaires du RSA, c'est 1 600 000 personnes, aient envie de rester des assistés? Est-ce que ce sont des privilégiés? Est-ce que les vrais privilégiés, ce n'est pas ceux dont je parle, c'est-à-dire ceux qui vont voir leur impôt sur la fortune baisser considérablement ou le bouclier fiscal dont ils ont bénéficié pendant 5 ans? Je trouve que vraiment, il y a une forme d'indécence à pointer toujours du doigt les gens en difficulté, les chômeurs de longue durée, des jeunes qui aussi ne trouvent pas du travail, des femmes ou des hommes en situation de famille monoparentale. C'est des situations difficiles. On parlait tout à l'heure de la banlieue et des quartiers. Je peux vous dire, c'est des situations que je connais et je trouve que les gens qui aujourd'hui sont pointés du doigt, qu'ils souffrent
je pense qu'on pourrait avoir un petit peu plus de décence et de Alors, respect. avant de vous laisser parler peut-être du concombre et de la souffrance des maraîchers dans la région de Nantes avec Nicolas Poincaré, juste une petite question. Demain, il y aura une proposition de loi qui va être débattue à l'Assemblée sur le mariage entre personnes du même sexe. Évidemment, ça ne sera pas voté, ça sera dans le programme du Parti Absolument, socialiste et dans le programme du candidat. C'est un engagement. Moi, j'avais réagi très vite lorsque le Constitutionnel avait rejeté la question préalable de constitutionnalité, renvoyant au législateur. Le groupe socialiste dépose une proposition de loi, elle sera débattue demain. Ça sera la première fois qu'à l'Assemblée nationale, il y aura un débat sur le mariage des couples de même sexe, donc des couples homosexuels. Et je pense que c'est un débat utile. S'il n'y a pas de majorité, nous nous engageons en 2012 à le faire voter. Voilà, Nicolas, peut-être les maraîchers et le concombre. Eh ben non, malheureusement, non. les questions d'auditeurs que j'ai sous les yeux ne parlent pas du concombre. Deux petites questions. Même toutes si je courtes. pense aux maraîchers nantais qui sont très nombreux et qui justement aujourd'hui sont en difficulté et qui ont eu le sentiment qu'on les avait laissés tomber dans cette crise. Alors, pas de question, mais on a eu la réponse quand même. Non, deux petites questions personnelles et très rapides. Si la gauche gagne, vous voyez bien dans quel ministère vous demande non, mais ça, alors là, Anthony attendez. Marlon. Écoutez, Anthony Marlon est sympathique, mais j'écarte c'était une réponse à cette question. Je ne me pose pas la question de savoir quelle sera ma place. Moi, ce que j'ai envie, c'est qu'on réussisse et que la gauche gagne en 2012. Et il y a beaucoup de travail à faire pour ça. Et une question de Nadine Soulard. Pourquoi est-ce que vous ne vous présentez pas à la primaire? Écoutez, Nadine trouve que vous avez la carrure c'est Une sympathique. admiratrice. et la légitimité. J'ai écouté admiratrice. Arlette Chabot qui trouvait qu'il y avait déjà beaucoup de gens. Alors, je crois que ce n'est pas la peine de rajouter à la liste. Merci beaucoup, Jean-Marc Ayrault. On ne saura pas invité- s'il mange du concombre, Jean-Marc Ayrault. Mais Non, sûrement, mais on hein. a cru comprendre qu'il Que c'est fallait oui. aider les maraîchers de Nantes en mangeant, par exemple, leurs concombres. À demain, à demain, peut-être. Arlette Chabot, à bientôt. Jean-Marc Ayrault, dans un instant, le meilleur.